Sarah, bonsoir. Nous recevons le journaliste et consultant international Adama Gaye. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Requiem pour la République est le titre de votre chronique hebdomadaire parue dans le Nouvel Hebdo. De quelle République parlez-vous et pourquoi? Mais je parle du Sénégal. Je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours, les conditions presque loufoques de la libération de Karim Wade, les deals qui sont subordonnés. Vous êtes affirmatif? Je ne suis pas affirmatif. Écoutez, quand même on peut voir à peu près que des choses souterraines ou presque on puisse se produire. Le fait que le Qatar puisse jouer un rôle presque proéminent dans cette histoire, que le PNUD soit associé dans ce processus, que en fin de compte ça se soit passé en pleine nuit ou presque. Moi je rentrais de Londres quand ça s'est passé, j'avais vu les voitures à l'aéroport, tout cela je pense que donne à penser qu'il y a quelque chose, j'allais dire, anguille sous roche. Pourtant, le chef de l'État lui-même a parlé de raisons humanitaires qui ont guidé sa décision. Son entourage, notamment son conseiller en communication, dit qu'il n'a pas du tout marchandé la libération de Karim Wade. Mais on entend un autre son de cloche de l'autre côté. Le père de Karim Wade dit que ce n'est pas pour des raisons humanitaires que ça s'est produit. Oui. Donc je pense que déjà, entre eux, ils devraient se coordonner et s'entendre. Et là, vous invitez aussi le PNUD dans le débat. Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? En plus du Qatar. D'abord le Qatar, parlons-en. Oui. Oui. Parce que le Qatar commence à poser problème en Afrique. On l'a vu impliqué dans les histoires de corruption, dans les histoires de IAAF, l'athlétisme africain, dans la Coupe du Monde, les conditions de son attribution. On sait que le Qatar a des ambitions extraordinaires depuis qu'il s'est arrangé pour créer Al Jazeera, accueillir le cycle de Doha sur les négociations commerciales en 2001, organiser les Doha Debate en invitant Tim Sébastien, l'ancien journaliste de la BBC, en recrutant des journalistes de la BBC pour créer Al Jazeera. Et j'en passe, n'est-ce pas? Surtout que le Qatar, on le voit aussi s'impliquer dans les histoires de financement de l'islam salafiste. Tout cela donne à penser que le Qatar a des ambitions. J'ajouterai deux autres phénomènes qui me font penser que le Qatar avait une ambition par rapport à ça. La première chose, c'est que récemment, j'étais à une conférence à Addis Abeba, au forum de Tana, et en marge, il y avait donc une conférence organisée par le Munich Security Conference, qui est la plus grande conférence sur les questions de sécurité. Et à cette occasion, dans la salle où nous étions, il y avait l'ancien Premier ministre qatari, M. Ahmad Al-Thani, qui était là et qui a tenu à prendre la parole. Je me dis, mais ces gens-là ont une ambition sur le continent africain. Et dernier élément, toujours par rapport au Qatar, on peut également souligner qu'il peut être mu par des ambitions d'une diplomatie gazière, avec les importantes découvertes de gaz au Sénégal. Quel est le lien dans tout ça, entre ce que vous dites et la libération de Karim Wade? Parce que pourquoi finalement, cet intérêt pour la personne de Karim Wade? Les Arabes ne sont pas des enfants de cœur. Depuis les premiers chocs pétroliers de 1973, on sait qu'ils n'ont pas été toujours généreux. Que le Qatar, d'un seul coup, intervienne avec une telle insistance pour jouer les médiateurs au Sénégal, ce n'est pas pour la beauté des yeux des Sénégalais. Donc, ils savent très bien qu'il y a un avenir en Afrique, notamment dans un pays qui a découvert du pétrole et du gaz, et que le Qatar, étant avec l'Iran et la Russie, parmi les grands exportateurs de gaz naturel liquéfié notamment, que le Sénégal peut être un pays intéressant pour le Qatar. Vous parlez aussi du PNUD. Oui, affirmatif. Et là, je pense qu'il y a un danger d'une PNUDisation du Sénégal. Parce que le gouvernement du Sénégal a commis, à mon avis, une erreur gravissime de confier au PNUD le programme d'urgence pour le développement communautaire en donnant l'argent du Sénégal, plus de 113 milliards de francs CFA, et aussi en promettant au PNUD de lui donner davantage. Que le directeur Afrique du PNUD, notre compatriote Abdoulaye Mar Dièye, ait été présent quand Macky Sall recevait le procureur qatari, ça veut dire beaucoup de choses. Et je pense que ce serait une très grave erreur de donner encore davantage de moyens à un PNUD qui est désargenté et qui a un problème de crédibilité dans la réalisation de ses objectifs. Donc, je crois que nous sommes en face d'une situation où le gouvernement du Sénégal est en train de décapaciter et de décapiter l'administration en renforçant une organisation qui est à court de capacité de réaliser les missions qui lui sont confiées. Finalement, vous parlez d'une partie à trois autour de la libération de Karim Wade, le Sénégal, le PNUD, le Qatar.
Non, il faut élargir parce que je pense qu'il faut bien regarder que dans cette histoire, il y a eu aussi des forces internes qui ont joué. Oui, quand même. Et de ce que faites-vous de nos chefs religieux? Mais c'est là où j'ai envie de dire que Macky Sall est devenu le président du reniement, le président des parjures. Parjure d'abord. C'est pas trop fort ça. Mais c'est le mot qui convient. C'est le parjure par rapport à sa mandature. Il s'était engagé à respecter un mandat de 5 ans. Il est revenu dessus. Parjure sur son programme. Il avait dit qu'il allait imposer la réduction des comptes et des prisons. Il ne l'a pas fait. Et parjure par rapport aux chefs religieux, il avait dit qu'ils étaient des citoyens ordinaires. Or, il compte sur eux pour régler les problèmes des enseignants et également régler cette question de Karim Wade. Macky qui gracie quand même Karim Wade lui-même qui se positionne comme alternative, Idrissa Seck qui parle de deal international, Tanor Dieng qui fait face à une vague de contestation au sein de son parti au moment où il est pressenti à la présidence du HCCT, Niass qui se voit obligé de proposer 4 noms au président de la République pour la nomination des 7 membres du Conseil constitutionnel alors que la réforme prévoyait la désignation par le président de l'Assemblée nationale de 2 des 7 membres du Conseil constitutionnel. Quelle est votre lecture de ce tableau? Mais écoutez, moi j'ai l'impression que vous me parlez de chevaux de retour. Les mêmes qui étaient là, qu'on a entendu, qu'on a testé et qui n'ont pas produit les résultats. Je pense qu'il faut aller au-delà pour trouver autre chose. Je crois que j'ai envie de citer Baudelaire, aller au-delà du connu pour trouver du nouveau. Parce que ça, cette réponse-là, par rapport aux gens dont vous m'avez parlé jusqu'ici, je ne vois pas lequel d'entre eux peut être porteur d'espoir par rapport aux changements fondamentaux que ce pays doit avoir pour retrouver les sentiers de la vertu, de la rigueur républicaine et d'une perspective de développement qui sorte ce pays, n'est-ce pas, de l'impasse dans lequel il se trouve aujourd'hui englué. Il y a quand même un président de la République qui est élu, qui n'a pas encore fini son mandat. Est-ce que vous ne parlez pas trop vite? Non, ce président, il est élu, personne ne conteste cela, mais il faudrait qu'il soit républicain. Il faudrait qu'il cesse ses manœuvres souterraines, qu'il cesse ses parjures, ses revirements à n'en plus finir. Et il faut surtout qu'il organise des élections, qu'on ne vienne pas nous dire demain que voilà, les législatives vont être reportées. Non, il faut que le calendrier républicain, que la légalité et les normes républicaines reviennent en première place dans ce pays, dans les faits, pas dans la rhétorique. Une troisième voie est vraiment possible entre le pôle libéral et le pôle socialiste, même s'il y a une tendance à la confusion des deux. Vous savez, le monde est en train de changer. Regardez le Brexit, ce qui s'est passé. J'étais à Londres il y a quelques jours à une conférence de Chatham House où on parlait du développement et de toutes ces grandes questions. Quand Philippe Hammond, un ministre britannique du développement, est venu et qu'il a parlé, développé toutes les thèses pour montrer la voie que les Britanniques, le bon sens qu'ils devaient suivre, les gens ne les ont pas suivis. Il faut savoir qu'à l'ère de l'Internet, à l'ère de toutes ces mutations du World Wide Web, n'est-ce pas? Ce qui se passe aujourd'hui, il faut reconnaître que les gens ont une capacité, un pouvoir, et vous ne pouvez pas limiter les choses simplement à des états-majors, à des cercles déjà désignés qui ont été là depuis 40 ans ou plus 50 ans et qui doivent revenir. Il faut que les Sénégalais se donnent également la capacité d'une marge de manœuvre additionnelle pour sélectionner ceux qui pourront leur apporter espoir. Le Brexit, parlons-en. L'Union européenne, c'est maintenant 28-1. Avec ce qui s'est passé avec le référendum britannique. Il y a aussi un autre continent, c'est l'Amérique, avec un Donald Trump qui pourrait, dans l'absolu, être élu président de la République. Votre analyse de cet autre tableau? Mais c'est extraordinaire. Nous sommes en train de vivre quelque chose que j'ai envie d'appeler la démondialisation. Je ne vais pas aller trop loin en besogne, mais les signes sont là quelque part. L'Amérique est en train de se replier si on entend le discours, j'allais dire, poujadiste qui est tenu par Donald Trump ou Mme Hillary Clinton à un degré moindre. On voit également en France la montée en puissance de Mme Le Pen et même Sarkozy et autres tiennent le même discours. En Grande-Bretagne, Boris Johnson qui a gagné n'a pas tenu un autre discours que celui-là. Donc chacun est en train de dire nous nous replions sur nos frontières. Small is beautiful. Mais il y a quand même un maire pour Londres d'origine pakistanaise. Oh, écoutez, ce sont des Britanniques. Ne vous trompez pas. Par contre, là où il y a des replis ailleurs, cette tendance vers une sorte de démondialisation, vous avez de notre côté la Chine qui a sa route de la soie, la route maritime, et qui veut englober l'Afrique en voulant y établir des bases militaires, en voulant construire des infrastructures. Attention, il faut vraiment évaluer ce partenariat avec la Chine aussi. Bien sûr qu'il faut évaluer. Chez nous, on a vu que la Chine est impliquée dans la coupe de bois en Casamance. Et parfois, il y a des promesses qui sont faites qui ne sont pas tenues. Moi,
Je vous ai dit un jour ici que lorsque j'étais au sommet Chine-Afrique qui s'est tenu à Johannesburg au mois de décembre dernier, j'ai rencontré un conseiller du ministre des Finances qui m'a dit « Ah, on va signer un accord de 5 milliards de dollars pour financer le chemin de fer Dakar-Kidira ». Ça n'a pas été fait. Donc parfois les promesses ne tiennent pas à grand-chose. Et aussi on le voit également dans le PSE où certaines promesses qui étaient faites à l'époque en février ou je pense 2014, l'argent n'est pas venu. Donc les promesses tiennent pour ceux qui y croient. Il faut que l'Afrique maintenant s'asseye et qu'elle commence à se poser des questions. Justement, l'Afrique n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Il y a ce prochain sommet de l'Union africaine prévu à Kigali au mois de juillet. Une Union africaine à la croisée des chemins. Une Union africaine en crise. D'abord, crise d'identité, parce qu'aujourd'hui, les gens ne s'y retrouvent pas forcément. On a l'impression qu'elle ne s'occupe que des affaires d'État, à distance, des problèmes des peuples. Aujourd'hui, vous avez les revendications des sociétés et des peuples qui ne sont pas nécessairement ce qu'attendent ces États-là. L'État-nation westphalien n'est pas forcément, n'est-ce pas, l'État qui domine. Deuxième chose, c'est une organisation qui a des difficultés. Quand j'étais au sommet de sécurité à Tana, je dînais avec un de mes amis adamadien des Nations Unies. On parlait de la crise financière des Nations Unies, de l'Union africaine, pardon, qui n'a pas les moyens de financer même son budget aujourd'hui. Et enfin, vous avez un problème de crédibilité que représente Mme Zuma, qui n'est pas intéressée par la présidence de la Commission de l'Union africaine. Elle est plus préoccupée par ses ambitions dans son pays. Et de ce point de vue... Surtout que Jacob Zuma a des difficultés, le président sud-africain. Comment voulez-vous mettre une femme qui est l'épouse d'un ancien chef d'État, qui porte son nom à la tête d'une organisation? C'est un problème de crédibilité. Est-ce que notre aussi. compatriote Abdoulaye Bathily a des chances de devenir président de la Commission de l'Union africaine? Écoutez, je ne dirais pas qu'il a des chances, mais je pense que c'est de tous les candidats, plus ou moins annoncés, le mieux en mesure de donner un sang nouveau à l'institution, parce que quand même, c'est quelqu'un qui est respecté dans le monde anglophone, c'est quelqu'un qui a une compréhension de l'histoire du continent africain, et je pense que c'est un panafricaniste. De ce point de vue, si le Sénégal avait bien travaillé, il aurait pu être un bon candidat. Mais là, il y a la règle tournante. Il y a eu deux Africains de l'Ouest, notamment Konaré et Amara ici, qui ont dirigé l'Union africaine. Déjà, la Guinée équatoriale dit, nous ne voulons pas d'un militant comme Bathily. Et enfin, les gens d'Afrique australe disent, c'est notre tour, Mme Zuma n'a eu qu'un seul mandat, il faudrait qu'on ait d'autres candidats de la région qui puissent continuer. Et de ce point de vue, ce sont des obstacles qui se posent à cette bonne candidature qu'est celle d'Abdoulaye Bathily, si jamais elle était présentée, évidemment. À suivre. Merci. Adama Gaye, consultant international. Vous permettez que je dise à vos téléspectateurs, pardon, et je les pardonne aussi, parce que c'est la période de Ramadan, c'est le moment de passer à ce devoir-là. Merci. Adama Gaye était notre invité ce soir. Demain, le rendez-vous, c'est avec Antoine Diouf. Bon dogu, excellente soirée.